Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Esmeralda. Bonsoir, bonsoir Antoine. Alors là, moi, ce soir, je suis là vraiment que pour faire un petit peu l'introduction, poser les questions à Esmeralda, mais la star, ça va être Esmeralda ce soir. Je te laisse dire un mot pour te présenter. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, Esmeralda Treyou, donc je suis salariée de la Maïf, chargée de développement. Alors, sur la région Nouvelle-Aquitaine, mais évidemment, ce soir, on en a de partout, parce que je vois Saint-Brieuc, Nice, on fait le tour de la France, c'est parfait. Et effectivement, je vais vous dire un petit peu sur quoi je vais intervenir tout à l'heure. Je vais relaisser la parole à Antoine pour faire l'introduction. Oui. Et donc moi je suis Antoine, je suis responsable du contenu chez ASOConnect depuis maintenant plus de 5 ans. Et donc le contenu c'est tous les articles que vous pouvez retrouver sur notre blog, les webinaires comme ce soir évidemment. On a aussi des guides pratiques, des modèles à télécharger, plein de choses comme ça. Et depuis un peu plus d'1 an maintenant aussi des vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller regarder la chaîne d'ASOConnect si ça vous intéresse et à vous abonner parce que moi ça me fait toujours extrêmement plaisir. D'ailleurs, le replay, là, dans les prochaines semaines, je vais aussi le publier sur YouTube pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc, l'objet de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous donner des infos pragmatiques et pratiques sur les démarches à respecter pour la mise en place de manifestations plutôt festives par votre association. Alors, vous allez voir, j'en ai ciblé certaines. J'ai essayé de cibler celles avec mon expérience qui sont le plus répandues, si j'ose dire. Alors, évidemment, on pourra en trouver d'autres. Mais quelles que soient les manifestations, vous allez voir qu'il faut toujours un petit peu respecter les mêmes procédures. Donc, on s'informe sur les démarches administratives. Donc là, je vais vous en parler un peu plus longuement. 2, bien sûr, planifier et anticiper l'événement. Mais ça, si j'ose dire, c'est ce que vous faites tout le temps. Ensuite, je sécurise le bon déroulé de la manifestation. Et puis, étape 4, qui parfois est un peu balayée trop vite, c'est faire le bilan après l'événement pour un meilleur suivi et pour le prochain événement, l'organiser encore mieux. Ou refaire ce qui s'est bien passé, ou effacer ce qui s'est un peu moins bien passé. Donc voilà, c'est les 4 étapes qu'on va dérouler ce soir. Donc effectivement, il y a le chat avec les questions, vous n'hésitez pas. Antoine a l'œil dessus. Je pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, on va faire au mieux pour le faire. Ouais, je vous l'ai pas dit, mais on garde un petit peu de temps à la fin de la présentation pour prendre les questions qui reviendront le plus en fait, pour que ça réponde à un maximum de personnes. Et après l'événement aussi, on va répondre à quelques questions dans la page qui vous sera envoyée. Exactement. Alors, effectivement, donc au-delà du cadre strictement administratif, je vais vous donner certaines clés pour vous permettre d'appréhender plus sereinement l'organisation de vos manifestations, à travers évidemment l'anticipation de certaines situations. Alors, il n'y a pas de mauvaises questions, donc vous pouvez poser toutes vos questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Il y aura peut-être, il peut y avoir des mauvaises réponses parce que le droit n'est pas une matière figée, elle est vivante et elle évolue. Mais en tout cas, j'essaierai d'y répondre avec les infos du jour et après, si ça évolue demain, ma foi, ça évoluera demain. Mais par rapport à ce que j'ai à vous dire, je pense pas que ça évolue énormément. Alors, quand on organise une fête associative, on la programme, évidemment, on l'anticipe, et la plupart des démarches, vous vous en doutez, se font en amont. Mais quand je vous dis en amont, c'est parfois bien en amont. C'est-à-dire que si on s'y prend la veille, ça va être un petit peu compliqué. On va avoir des demandes d'autorisation à faire, notamment. Alors, vous allez voir que les demandes d'autorisation, elles sont multiples et diverses. On va avoir des déclarations à faire. Donc là, il y a des petits mots que je vais vous donner. Ça va peut-être vous parler. Et si ça vous parle pas aujourd'hui, ça vous parlera demain. Évidemment, il y a la sécurité des personnes qu'il faut bien anticiper, même si le risque zéro n'existe pas. Mais en tout cas, on essaie d'anticiper un max. Il y a tout ce qui est information aux forces de l'ordre, ça va avec la sécurité des personnes évidemment. Il y a le pan assurance évidemment dont je vais vous parler sans vous faire l'apologie de la Maïf, mais en tout cas en vous disant attention, on pense bien à l'assurance, à déclarer, etc. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus. Il y a les conditions d'hygiène aussi quand on propose des repas, des crêpes, etc. Et puis, il y a une petite partie fiscalité, mais ça va être en 2 mots.
C'est très rapide, mais il faut que vous connaissiez le principe. Donc, alors j'allais dire personne, mais c'est pas vraiment une personne. Le premier interlocuteur que vous devez avoir, tu peux revenir un peu avant, Antoine. Ouais. Le premier interlocuteur, c'est la mairie de la commune où est organisé l'événement. Donc là, vraiment, c'est la première institution, si j'ose dire, qui doit être au courant du projet que vous avez. Donc, parce que la plupart du temps, il faut demander une autorisation, évidemment. Mais aussi, il faut la prévenir du descriptif du déroulement. Est-ce que vous allez occuper un lieu public? Est-ce que vous avez besoin peut-être d'une salle que la mairie va vous mettre à disposition ou vous louer, peu importe. En tout cas, c'est vraiment la mairie qu'il faut prévenir en premier sur un événement. Alors, soit vous anticipez, vous savez à peu près les périodes de vos événements et vous déclarez tout d'un coup, ou alors vous faites au coup par coup, mais en tout cas, la mairie doit être évidemment au courant. La mairie, normalement, va prévenir les forces de l'ordre de cet événement, mais je trouve, bon, ça c'est mon avis perso, mais que c'est plus sympa et plus diplomate de vous-même aussi peut-être aller voir, selon où vous êtes, la police municipale ou la gendarmerie pour les prévenir aussi. Je trouve que voilà, c'est quand même, ça permet d'avoir des bonnes relations aussi avec ces personnes-là et ce qui peut être intéressant. Si vous avez besoin aussi d'installation, d'aménagement extérieur, si vous recevez plus de 1500 personnes dans des lieux un peu inhabituels, la demande d'autorisation, vous voyez, elle doit se faire 2 mois à l'avance. Donc, quand je vous dis qu'il faut anticiper, il faut vraiment le faire. Alors, évidemment, si vous êtes une association du style comité des fêtes qui avait l'habitude de faire ça, vous savez faire. Mais si vous êtes une association et que vous vous dites, bon, là, ce serait bien de rentrer un peu d'argent parce que, en fait, aussi, le but quand même de ces manifestations, c'est de rentrer de l'argent au niveau de l'association. Prémunissez-vous vraiment de toutes les autorisations. Les mairies sont à votre disposition aussi pour vous répondre. Vous avez parfois aussi sur des communes des maisons des associations qui sont très au fait aussi de tout ça. Donc, interrogez-les, n'hésitez pas. Si vous organisez un spectacle, et là j'insiste bien parce qu'on n'y pense pas forcément, mais vous devez vous adresser au guichet unique de spectacle occasionnel. On l'appelle aussi le GUSO. Donc ça, c'est très important. Alors, c'est pour vous acquitter des charges d'employeur, d'intermittent du spectacle et faire une déclaration auprès de la préfecture. Mais il faut absolument le faire. Et si vous utilisez une salle, attention aussi qu'elle ait bien l'agrément de sécurité et qu'elle soit adaptée au type de manifestation que vous organisez et au nombre de personnes que vous pensez avoir. Si je vous dis accueil de public, donc ça, faut absolument y penser. Si c'est la mairie qui vous met à disposition la salle, bon, normalement, ils sont au fait, mais vous avez le droit aussi de demander le registre de sécurité, évidemment. Et puis, notre fameuse SACEM, alors elle, je sais pas si on l'oublie volontairement ou involontairement, mais en tout cas, sachez qu'il faut leur adresser une demande d'autorisation 15 jours avant la date de l'événement. Et après l'événement, 10 jours après grand max, il faut leur envoyer le programme des œuvres que vous avez passées. Alors c'est assez strict, mais en tout cas, il vaut mieux le faire parce que quand on le fait, certes, on s'acquitte d'un droit, mais il est moins important que si on le fait pas et que on est, par exemple, dénoncé ensuite, parce qu'il y a toujours des petits malins pour faire ça. Donc, n'oubliez pas la SACEM. Pour la sécurité des personnes, du matériel, la sécurité en général, c'est là où votre assureur va intervenir. Donc, c'est pareil. Je vous ai dit tout à l'heure, premier interlocuteur, évidemment, c'est la mairie. Les forces de l'ordre, moi, je trouve que c'est bien. Et après, presque le troisième interlocuteur, ça va être votre assureur. Pourquoi? Parce que
très bien, je suis une association, je vous donne un exemple de bridge. Donc, mon activité, c'est du bridge, mais demain, j'ai envie d'organiser un loto. Parce que, pour ramener un peu d'argent, et puis c'est sympa d'organiser un loto. C'est pas une activité récurrente, le loto. C'est un événement exceptionnel. Donc, est-ce que vous êtes assuré ou pas? Moi, je vous dirais que non, parce que c'est pas votre activité principale. Donc là, ne pas hésiter à appeler votre assureur pour lui parler de cet événement. Et puis lui aussi, il va certainement, enfin sûrement même, vous rappeler quelques petites précisions, comme par exemple, je fais un loto, j'ai besoin d'une sono, je vais aller l'emprunter à la mairie, je vais aller l'emprunter à une association à côté. Qui assure la sono? Si jamais le temps du loto, il y avait un dégât sur cette sono, qui l'assure? C'est mieux de poser les questions en amont plutôt qu'après, une fois que l'événement est arrivé, parce que ça peut, si vous avez emprunté la sono à une asso, ça peut mettre à mal vos relations avec l'asso, alors que c'est rien à faire de déclarer ça. C'est pareil si la mairie vous met à disposition des tables, des chaises, bien savoir en cas de problème qui est responsable et qui va prendre en charge les dommages. Et ça, vraiment, il faut le faire en amont. Pensez aussi à vos bénévoles qui vont être là, parce que quand on organise une manifestation, certes, on a des bénévoles actifs au sein de l'association, mais si c'est une manifestation qui est vraiment de grande ampleur, il va falloir qu'on aille chercher d'autres bénévoles occasionnels pour l'événement. Eux aussi, ce serait quand même dommage qu'un bénévole qui est là pour vous donner un petit coup de main à installer des tables, installer des chaises, à aller chercher les boissons pour que tout se passe bien, et qu'il se blesse et que vous lui disiez écoute, débrouille-toi, moi je sais pas, t'es venu nous aider, c'est très sympa, mais je ne sais pas. Non, en fait, ça se fait pas. Donc, en amont, bien dire, à l'assurance, d'habitude, on est une dizaine de bénévoles. Pour cet événement-là, je sais pas moi, on va peut-être être 50 bénévoles. Signalez-le. Je vous dis pas que ce sera facturé en plus, mais en tout cas, il faut absolument le signaler, parce que c'est un événement de grande ampleur et qui n'est pas votre activité récurrente. Donc ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. C'est pareil, un assureur, on pose des questions, on l'appelle, on est là pour ça. On est là pour ça. Si c'est vraiment une manifestation de très grande ampleur, en plein air, pensez aussi au poste de secours, qui est indispensable. Donc là, on peut s'adresser tout simplement à la Croix-Rouge, mais pensez-y, de toute façon, il faut toujours, alors évidemment, si c'est un loto en intérieur, on peut avoir une trousse de secours ou autre, mais il faut l'avoir quand même, parce qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un se blesse. Après, si c'est vraiment un événement de beaucoup plus grande ampleur, n'hésitez pas à faire appel. Je vous dis la Croix-Rouge, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Et pensez toujours à laisser des accès libres aux véhicules de secours. Donc ça paraît évident, mais des fois quand on est sur une petite place, on essaie de la quadriller un max, mais aussi pensons aux véhicules de secours. C'est très important. Petit point sur la fiscalité. En plus, c'est la période, n'est-ce pas? pour les particuliers en tout cas. Sachez que vous avez droit en tant qu'association à organiser 6 manifestations de soutien ou de bienfaisance, on appelle ça, dans l'année, à partir du moment où évidemment la gestion est désintéressée. Ah oui, c'est le cas du loto que vous allez organiser pour faire un peu de sous dans la caisse, mais après ces sous, vous allez les injecter dans l'association. Là, vous allez être exonéré de tout impôt commercial et de taxes sur les salaires quand vous avez des salaires. Donc, vous avez droit, en gros, notez-le bien, à 6 manifestations par an exonérées. Donc, c'est déjà pas mal, sauf quand on est un comité des fêtes où on en fait plus. Mais à ce moment-là, vous connaissez très bien la législation. Mais en tout cas, quand on est une association lambda, 6 manifestations par an, ça nous exonère de tout impôt. Donc, il faut le savoir, il faut se le noter.
Il faut en profiter aussi parce qu'il y a beaucoup d'assos qui le savent pas et Il faut en profiter, ouais. c'est dommage. Ça laisse de la marge. Oui, bien sûr, effectivement, parce que là, je vous parlais du loto, mais il y a les vides-greniers aussi qui sont des choses assez simples. Tout est relatif parce qu'il faut du monde, mais assez simple à organiser et qui rapportent plutôt pas mal. Alors après, quand on passe dans les spectacles, là, il faut se prémunir un peu plus parce que effectivement, il faut penser à un peu plus de choses qu'un vide-grenier, effectivement. Mais il y a vraiment des manifestations que vous pouvez organiser, et 6 dans l'année, c'est même souvent trop, mais déjà, si on en fait 3 dans l'année, ça peut être sympa. Spectacle, je disais que c'était un peu particulier parce que vous avez, je pense notamment à l'assurance annulation spectacle. Parce qu'un spectacle, si c'est dehors et qu'on n'a pas de repli, ça peut être annulé à cause de la météo. Donc ça, faut y penser aussi, parce que annulé à cause de la météo, si vous avez fait payer l'entrée, ça veut dire qu'il va falloir rembourser tout le monde. Si vous n'avez pas d'assurance, ça peut être un peu problématique. Après, si vous avez un repli, c'est très bien, mais est-ce que tous les gens qui ont pris un billet pour être dehors vont pouvoir rentrer dans la salle? Donc ça, faut y faire attention. C'est pour ça que le spectacle, il faut être un peu plus aguerri, mais après, l'auto, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Une petite fête de quartier, des choses comme ça c'est assez simple à organiser. Je voulais aussi vous parler, justement, faites attention quand on organise des événements à l'extérieur, faites attention à avoir soit une date de repli et à bien le préciser quand vous communiquez, ou alors un plan B avec une salle couverte. Si c'est une salle, petit focus assurance, pensez à déclarer cette salle qu'on vous met à disposition. Qu'on vous la mette à disposition gratuitement ou pas gratuitement, c'est la même chose. Il faut absolument penser à la déclarer, et de toute façon, la plupart du temps, on va vous demander, au moment de vous prêter cette salle, une attestation d'assurance. Donc, de toute façon, vous serez obligé de passer par l'assureur, parce qu'à partir du moment, ça c'est très important aussi, où vous êtes organisateur, où l'association est organisatrice, elle est responsable de tout ce qui pourrait se passer. Donc pour la salle, je sais pas moi, mais il y a des enfants qui chahutent un peu dans la salle, ou des adultes d'ailleurs, peu importe, et puis qui malencontreusement cassent une vitre de la salle. Vous êtes organisateur, donc c'est votre responsabilité qui va être engagée. Alors après, la mairie peut très bien vous dire « Non, mais laisse tomber, je vais faire passer un agent municipal, il va me remplacer, ça, c'est pas grave. » Mais ça, on peut pas compter dessus. Il faut vraiment, que vous bordiez là-dessus et que vous déclariez le plus possible le matériel qui vous est mis à disposition. Tout matériel, que ce soit un véhicule parce que vous avez eu besoin d'emprunter un véhicule à une autre association, que ce soit du matériel sono, table, chaise, tout ce dont on a besoin pour un événement, ou que ce soit un bâtiment qu'on vous prête ou qu'on vous met à disposition ou qu'on vous loue. Là, voilà, vraiment. En général, on fait une assurance temporaire parce qu'évidemment, ça va durer, je sais pas, la salle, on va vous la prêter de la veille au lendemain. Donc, ça va être sur 3 jours, ça va être du temporaire. Mais en tout cas, nous, assureurs, on saura que vous avez organisé une manifestation et que vous étiez dans cette salle. Est-ce qu'il y a des questions ou on attend la fin, Antoine? C'est comme tu veux. Si ça a un rapport avec ce que je viens de dire, éventuellement, tu peux. Ouais, il y avait une petite question sur la SACEM, on peut peut-être la balayer tout de suite. Oui. C'était quelqu'un qui commençait à essayer de négocier avec la SACEM. Alors, je pense que j'anticipe ta réponse. Non, je plaisante. On avait Laurine qui demandait si lors d'un petit événement, quelqu'un apporte sa sono avec son téléphone portable pour mettre de la musique, doit-on payer des droits à la SACEM? Oui. Il y a que c'est quand on est en événement privé, donc un mariage, un anniversaire, une fête privée, là on n'a pas besoin. À partir du moment où c'est une fête pour tout public, oui, il faut déclarer.
Il faut déclarer. Alors après, on peut pas négocier, Antoine, mais mais ils sont assez compréhensifs. Mais faites-le. Enfin, je vais vous donner mon expérience. Je faisais partie de l'APE quand mes enfants étaient plus petits. On avait fait la fête de fin d'année comme toutes les APE font. On avait oublié la SACEM. On s'est fait dénoncer par quelqu'un qui passait. Alors, est-ce que c'est un parent d'élève ou autre? J'en sais rien, peu importe. On s'est fait dénoncer et on a eu le droit de payer. Et plus que si on avait fait la déclaration en temps et en heure. Donc, c'est un peu dommage. Donc, il faut le faire. Donc, même si c'est un portable avec la sono perso, oui. Ouais. Ok, il y avait une deuxième question sur la SACEM, comme ça on reboucle tout de suite, mais en fait ça va être la même réponse. Marie demandait concernant la SACEM, si on ne fait pas payer l'entrée, il me semble qu'on ne doit pas déclarer la musique qu'on peut mettre pour danser un peu. Mais si, quand même. Dès que c'est quelque chose de public. Après c'est à vous de voir entre privé et public, à vous de voir. Si c'est un tout petit truc, peut-être que là ça peut se négocier, parce que c'est pas vraiment un événement public, mais bon. C'est ça. Mais non, ils sont pas rigolos. Ouais. Si vous avez un doute, en général, c'est que vous devez le déclarer. Ouais, c'est ça, tout à fait. Après, vous pouvez aller voir sur gouv.fr aussi, vous avez pas mal d'infos sur le sujet. Mais en général, je vous dis, à part un anniversaire, un mariage, où c'est vraiment très privé, sinon déclaration. Ouais, ok, très bien. Et après, il y avait quelqu'un, j'avais répondu à ça, qui disait sur l'exonération d'impôts commerciaux sur les 6 événements, c'était quel que soit le CA généré, et j'avais répondu oui. Oui, c'est pour ça qu'il faut en profiter. Et le reste, on va y revenir après, parce qu'en fait, sinon, il y a d'autres questions qui vont arriver. Et ça concerne un petit peu plus les assurances, donc on reviendra là-dessus en détail après. En plus, peut-être qu'on va répondre à une partie des questions déjà. Ouais. Et ben justement, effectivement, on va passer très bien. C'est dans le timing, Antoine, parfait. Les produits alimentaires et la buvette. Ce sera le slide d'après, mais je le mets un peu ensemble. Donc, effectivement, on organise notre petit loto, on demande aux bénévoles ou aux parents ou je ne sais de faire des crêpes parce que ça aussi, c'est encore un apport financier sympa. Et puis, les crêpes qu'on fait maison, c'est quand même bien meilleur que les artisanales. Sauf que, attention à l'intoxication alimentaire. C'est un risque qu'il faut pas négliger. Vous pouvez pas être derrière chaque maman ou chaque bénévole qui fait sa pâte à crêpes pour voir si les œufs sont bien frais, si le beurre était bien dans le frigo, etc. Le lait était bien bon. Donc sachez ça que l'intoxication alimentaire, ça fait partie des contrats d'assurance. Bon, j'espère pour vous que vous n'aurez pas à déclarer ça. Mais en tout cas, ça fait partie de vos contrats d'assurance. L'intoxication alimentaire, normalement, est incluse. Toutefois, si ça se passe, vous avez quand même quelque chose à faire au niveau de l'ARS. Je pense que ça doit vous parler, l'Agence régionale de santé, qui diligentera une enquête. Et ce qu'on préconise, alors ça, je dis qu'on le préconise parce que moi, je trouve ça personnellement très compliqué, mais en tout cas, c'est une préconisation, c'est de garder un échantillon de chaque petite chose que vous avez vendue, filmé en attendant de voir si oui ou non il y a eu une intoxication alimentaire. Donc c'est très contraignant, c'est pas si facile que ça à faire, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous demanderait s'il y avait une intoxication alimentaire. Donc moi je veux pas vous dire ne faites pas des gâteaux maison parce que je trouve ça dommage, mais sachez quand même qu'il y a une petite contrainte par rapport à ça, c'est par rapport à l'hygiène parce qu'on peut pas savoir les aliments qui ont été introduits dans la pâte à crêpes par exemple, pour prendre cet exemple là. Donc, et assurez-vous, du coup, si l'intoxication alimentaire fait partie de votre contrat. Alors, si vous êtes assuré Maïf, je vous dis un grand oui. Chez les autres, je sais pas tout ce qu'ils font. Je sais qu'il y en a où c'est inclus, mais posez bien la question en amont. Ça, c'est pareil, c'est de l'anticipation. Je veux vendre des gâteaux maison, je veux vendre des crêpes. On pose la question. Voilà, la buvette. Alors, la buvette, là, je pense que je vais avoir des questions parce que ça pose toujours problème. Ouais. Parce que la buvette en elle-même, c'est pas un problème. C'est les gens qui consomment
trop à la buvette, où là on se dit aïe aïe aïe, est-ce que ma responsabilité va être engagée? Parce que là on parle vraiment de responsabilité. Alors, les buvettes, déjà attention aux alcools qu'on sert, hein. Il y a des licences différentes selon les alcools. Bon, en principe, quand on fait une manifestation, c'est la bière, c'est pas d'alcool fort, hein, donc on a droit à la bière et au vin, mais n'empêche que on peut très bien être mal après plusieurs bières ou après plusieurs verres de vin. Moins vite peut-être qu'avec du whisky, mais n'empêche que on peut quand même. Donc là, la règle, et ça vous la connaissez tous, c'est on ne vend pas d'alcool aux mineurs. Donc ça, c'est une évidence. Après, vous allez pouvoir me dire, mais oui, mais si c'est le copain majeur qui vient acheter pour le copain mineur, ça, c'est pas votre problème. En tout cas, moi, j'ai un mineur en face où je ne sais pas si les mineurs, j'hésite, je demande la carte d'identité, je m'en assure et je ne vends pas d'alcool aux mineurs. Je ne vends pas d'alcool à quelqu'un qui est déjà bien éméché. En général, ça se voit quand même assez vite. Donc là, c'est un refus de vendre de l'alcool à ces gens-là. Hein, ok. C'est des évidences, hein, ce que je vous dis. Et après, c'est beaucoup plus facile à dire aussi que quand on est derrière la buvette. On fait attention aux personnes qu'on met derrière la buvette parce que parfois, et je l'ai déjà vu dans des dossiers, c'est la personne qui est derrière la buvette qui est éméchée. Donc là, c'est problématique aussi, vous vous doutez. Donc si vous savez que vous avez des gens dans les bénévoles qui malheureusement aiment bien boire un petit coup, etc., on le met pas derrière la buvette en fait. On lui donne un autre rôle, on évite de le mettre derrière la buvette. Ensuite, alors vous allez me dire, et je vais répondre à la question, mais imaginez que après notre festivité, il y a quelqu'un qui part et puis finalement, il avait de l'alcool dans le sang et il a un accident. Alors, soit le pire de tout, c'est qu'il y reste, ou soit il y a un accident, hein, tout simplement, qu'il provoque et qu'en face, etc. Alors, évidemment, si ça va aux tribunaux, etc., on va aller rechercher. Maintenant, rechercher la responsabilité d'une association qui a vendu de l'alcool. Vous le savez comme moi, aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes, quand ils arrivent déjà à la manifestation, dans la voiture, ils ont ce qu'il faut, voire même ils ont fait la fête avant avec les copains. Donc quand ils arrivent, des fois, ils sont déjà un peu éméchés. Et puis aussi, tout au long de la soirée, ils peuvent aller à la voiture et puis boire un petit coup sans forcément vous acheter de l'alcool à la buvette. Et vous, à ce moment-là, vous pouvez pas tout voir non plus. Donc là, il y a les forces de l'ordre où je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, n'hésitez pas à demander soit des agents de sécurité, bon, là ça coûte un peu, ou les forces de l'ordre qui tournent dans la manifestation. Ça pourra aussi un peu vous dédouaner hein, quelque part en vous disant mais nous on avait fait tout ce qu'il fallait. Après il y a aussi les alcotests qu'on peut faire à la fin de la soirée. Mais c'est une usine à gaz, hein, ça je le reconnais complètement. Donc vous tenez-vous-en déjà aux obligations, c'est-à-dire pas d'alcool aux mineurs, pas d'alcool à ceux qui sont déjà éméchés. Après, s'il y a un accident demain en toute franchise, il va falloir quand même prouver la responsabilité de l'association, et c'est quand même difficile. C'est quand même difficile. Mais le risque zéro encore n'existe pas, donc prémunissez-vous. Et effectivement, là, la petite pancarte que vous voyez devant vos yeux, ça c'est bien d'en avoir une et de l'afficher. Et on a une obligation aussi, c'est d'afficher les prix des boissons quand on fait une buvette. C'est obligatoire, les softs ou les boissons avec alcool, mais c'est obligatoire d'afficher ça, de faire une petite pancarte et de l'afficher. Très bien. Et il y avait déjà des questions qui arrivaient tout à l'heure sur les licences. Oui. Est-ce qu'on peut faire un petit point là-dessus, sur qui est censé avoir quoi? Alors, l'association, ce sera une licence 3. C'est une licence restreinte avec bière et vin, alcool non fort. C'est une licence 3, c'est vin, bière, cidre, vin doux naturel, et après éventuellement crème de cassis. Vous voyez les trucs comme ça où il y a pas très fort d'alcool. Ouais. C'est très restreint. Ok. Et attention à l'association sportive,
qui, elle, ne peut en aucun cas servir des boissons alcoolisées dans une installation sportive. Alors là, c'est très... Ouais. Là, par contre, du coup, là, pour le coup, la responsabilité sera forcément engagée parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc, si on le fait, et qu'il y a un pépin, là, la responsabilité pourra être engagée. Ah, je savais pas. Ouais. Ouais. C'est très drastique. Donc, installation sportive, stade, gymnase, salle d'éducation physique. Ouais, Ok. interdit. Ça a du sens, mais ouais, faut le savoir. C'est ça, tout à fait. Donc là aussi, on se renseigne bien quand on veut faire ça. Buvette sans alcool, open. Open bar, vous pouvez y aller, on n'a pas besoin d'autorisation, de rien du tout. Là, il n'y a pas de souci. Ouais, j'avais un article d'ailleurs, je vous envoie ça, sur les buvettes, où je vais assez loin dans le détail. Et après, si vous avez des doutes, association.gouv.fr. N'hésitez pas à les contacter aussi pour poser des questions sur les cas particuliers. En fait, ce sera le meilleur moyen de vous protéger, quoi. Ouais, et faut savoir qu'ouvrir une buvette sans autorisation, c'est sanctionné d'une amende de 3 750 € et fermeture immédiate. Donc, il vaut mieux le faire dans le droit chemin. C'est mieux. Ouais. Très bien. Alors, on fait le petit focus sur le vide-grenier, mais finalement, je pense qu'on a déjà répondu un petit peu, puisque j'ai balayé pas mal de choses. Donc, obligation de déclarer une vente au déballage en mairie, ça c'est vraiment obligatoire, 15 jours avant la date de l'événement, au plus tard, 15 jours avant. Vous risquez une amende de 15 000 € si ce n'est pas fait, donc attention. Et là, quand on fait un vide-grenier, il faut avoir un cahier, un bloc, ce que vous voulez, mais en tout cas, pour noter le nombre de stands, les présents, nom, prénom des présents. Et voilà, il faut vraiment que ça se soit conditionné dans un cahier. Donc, pensez à le faire. Alors, en général, les vide-greniers, vous allez me dire, c'est sur inscription. Donc, vous avez déjà tous les coordonnées des personnes qui s'inscrivent. Mais le jour J, on fait un tour déjà pour voir si tous les inscrits sont là. Et on met une petite coche à côté de ceux qui sont là. Donc, ça il faut absolument que vous le fassiez. En général, là, si on fait un petit focus assurance, en général, le contrat multirisque couvre la responsabilité civile de l'association, en cas d'organisation de manifestations. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est souvent pour les manifestations ordinaires, ou en tout cas les activités ordinaires. Si vous faites un vide-grenier et que c'est pas votre activité ordinaire, là, il faut absolument le déclarer à votre assureur. Là, un des risques principaux quand on fait un vide-grenier, c'est pas autant sur les gens avec leur stand, mais c'est plus avec le public. Donc, imaginez, c'est en plein mois de juin, il fait très chaud, vous installez des barnums, pour vous donner un exemple. Et puis, la météo n'avait pas annoncé, mais il y a un coup de vent, un barnum s'envole et tombe sur le public. Vous êtes organisateur de l'événement, donc là, malheureusement, ça retomberait sur l'association. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire la déclaration à l'assureur, de dire « Attention, le 21 juin, je vous dis n'importe quoi, j'organise un vide-grenier ». On va vous dire « Mais combien vous attendez de personnes ?» Alors, vous allez me dire « Mais c'est difficile à dire ». On s'en fiche, vous dites 200 personnes, vous essayez de voir un petit peu ce que ça va ramener comme personnes et au moins vous êtes assuré pour la manifestation. De toute façon, nous on n'est pas au nombre de personnes près, on est sur un forfait entre 1 et 100, entre 100 et 200, etc. Donc on n'est pas à la personne près, mais en tout cas c'est important de faire ça. Voilà. On revient à la SACEM, on y revient toujours. On revient à la SACEM, donc on va pas forcément en reparler. Donc, très important la déclaration à la SACEM.
Donc, la planification de l'événement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, quand on fait un événement, il y aura évidemment plus de bénévoles impactés pour l'organisation de l'événement. Il y aura aussi plus de public attendu par rapport, si je reprends le club de bridge tout à l'heure, qui a, je sais pas moi, 50 adhérents. Et là, le loto que le club organise, où peut-être vous allez être 150 personnes. Alors certes, il y aura peut-être les 50 adhérents, mais les 100 autres personnes, on les connaît pas. Donc là, il faut se prémunir là-dessus et bien anticiper la chose. Et dans l'anticipation, on a aussi la communication. La communication pour trouver des bénévoles, parce que, alors, évidemment, la meilleure des communications, je vais pas vous l'apprendre, c'est le bouche à oreille. Hein. Le copain qui va dire au copain, tiens, tu viendrais pas nous donner un coup de main dimanche, etc. Mais après, il y a aussi des moyens de trouver des bénévoles, hein, des plateformes que vous avez là à l'écran. C'est des plateformes où vous mettez votre manifestation et ça vous permet de pouvoir trouver des bénévoles dans votre secteur géographique. Donc, c'est plutôt pas mal. Pensez aussi à faire connaître votre événement parce que quand on organise un événement, le but, c'est d'avoir du monde. Donc, le faire connaître, il y a plein de moyens. Il y a le journal, évidemment. Il y a votre site internet, si vous en avez un. Il y a les réseaux sociaux, donc ça a une force énormissime. Hein. Les gens qui scrollent, je peux vous dire que ça existe. Donc les réseaux sociaux, c'est un très très bon moyen de communiquer. Et communiquer, ça veut dire être très précis sur le lieu, bien sûr, parce que c'est vrai que parfois, moi, je tombe sur des manifestations. Oui, la personne qui a mis le post, elle sait où c'est, mais il n'y a pas le lieu sur l'affiche. L'affiche aussi est un moyen de communication, évidemment, dans les commerces, et puis même s'écarter aussi de son village quand on est dans un village. Donc, on met bien le lieu, mais très, très précis. On met la date, évidemment, on met l'heure. Qui organise aussi, parce que en fait, les gens, ils sont très... ça leur parle. Il y a des choses qui leur parlent, il y a des associations qui peuvent leur parler, donc n'hésitez pas à mettre le nom de l'association. Et puis le thème, évidemment, de l'événement. Donc l'affiche, ça fonctionne aussi, mais moi, je crois qu'aujourd'hui, clairement, les réseaux sociaux, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et même si vous avez des adhérents et que les adhérents, ils ont des réseaux, n'hésitez pas à leur dire, mais partagez. Parce que plus on partage et plus ça part en fait, et après c'est une question d'algorithme, etc. Donc faites-le. La communication sur un événement, c'est très important. Pas trop longtemps en avance, mais pas non plus les derniers jours, quitte à faire des piqûres de rappel. Si vous avez une newsletter aussi, évidemment, il faut le mettre dans la newsletter. Il y a des associations qui ont des newsletters. Communiquer un max. Comme nous ce soir en fait. Hein. On a lancé la communication il y a 10 jours, une semaine. Il fallait pas que ce soit trop en avance parce que sinon les gens viennent pas le jour J. C'est ça. Faut pas que ce soit trop au dernier moment, sinon les gens ont pas prévu ça dans le calendrier. Et puis on en a parlé sur un précédent webinaire avec Marianne Barret, qui est une spécialiste en communication des assos. On sait que vous manquez de temps et dans ce cas-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est juste réfléchir à où sont les gens que vous visez pour un événement donné. Et puis, limitez-vous à 2-3 canaux de communication. Si vous dites tel réseau social, les gens sont là. Et ben, allez là-dessus. Si c'est une affiche, allez là-dessus. Concentrez vos efforts parce que vous n'allez pas pouvoir être partout, effectivement. Et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le replay de cet événement qui était très intéressant aussi. Ouais. Et après, pour gérer aussi vos inscriptions en ligne et communiquer, il y a aussi AssoConnect qui est mon asso facile par le biais de la Maïf, mais qui effectivement est l'outil parfait et qui vous décharge un peu de temps justement, qui est très compté quand on est association. Oui, tout à fait. Je vais pas faire la pub d'AssoConnect, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur assoconnect.com et voir ce qu'on fait. On peut proposer de la billetterie, vous aider à communiquer. Il y a la partie site internet, email, etc. Donc voilà. J'y passe pas trop de temps. Si ça vous intéresse, vous pouvez poser des questions. Déjà, on y répondra. Et puis, je vous laisse faire vos recherches là-dessus.
Donc, je vous rappelle, sécuriser le bon déroulé de la manifestation, donc ça passe par les conditions d'accès, la possibilité de stationnement, les équipements que vous pourrez avoir, les aménagements, etc. Et aussi par l'assurance, qui est évidemment le moyen de vous protéger en tant qu'organisateur. En gros, pour résumer, c'est simple. On a en projet d'organiser une manifestation, quelle que soit la manifestation, même si c'est en décembre 2025 et qu'aujourd'hui on est en mai 2025, on se pose des questions, on appelle l'assureur et on lui pose les questions. Une question va en amener une autre, mais n'hésitez vraiment pas à dire, ben voilà, je veux organiser un loto, je l'ai jamais fait. Je vous avoue que je suis un peu perdue entre guillemets. Alors vous avez gouv.fr, vous avez des plateformes qui vont vous aider, mais l'assureur aussi peut vous aider là-dessus parce que évidemment on a l'habitude de répondre à ce genre de questions. Donc appelez, c'est pas parce que vous appelez que vous allez avoir une cotisation qui va tripler, non jamais de la vie, mais au moins vous allez vraiment poser les bonnes questions. Évidemment, ce qui est important, c'est la responsabilité civile. Donc, l'exemple du Barnum qui s'envole et qui tombe sur le public, là, c'est la responsabilité civile de l'association qui est engagée. Donc, ça, c'est vraiment la base. Et puis après, il y a la responsabilité pénale. Alors, cette responsabilité pénale vous fait très, très peur en tant que administrateur ou en tout cas membre du bureau. Sachez quand même que pour qu'elle soit actionnée, il faut y aller très très fort. Ça peut, hein, mais il faut quand même y aller très très fort. Et le contrat d'assurance ne va pas vous payer une amende. Par exemple, si vous oubliez de déclarer à la SACEM, ce n'est pas la peine de faire une déclaration à votre assureur parce que là, on va vous dire ben oui, mais là, non, c'est pas nous, assureurs, qui allons payer ce droit-là. Par contre, voilà, il se passe n'importe quel événement accidentel pendant votre manifestation. Si vous l'avez déclaré en amont à votre assureur, bien sûr que l'assureur sera là pour parer malheureusement aux aléas que vous aviez pourtant sécurisé, vous aviez tout bien fait, mais le risque zéro n'existant pas, l'assureur sera là pour le faire. Par contre, à condition d'avoir déclaré l'événement. Voilà, c'est ça surtout auquel il faut penser. Donc, je réponds aux questions assurance après. Ouais. On parle juste du bilan après manifestation, qui moi je trouve est très important. Oui, alors oui, là on peut revenir dessus quand même parce que je vais avoir des questions, mais donc. Pour une manifestation ponctuelle, responsabilité civile, ça je viens de vous le dire. Tout ce qui est les dommages aux biens, on en a parlé tout à l'heure, c'est les biens, que ce soit des locaux ou des biens matériels. Donc ça, on pense à l'assurer. Les membres, alors évidemment, les membres habituels, ils seront assurés, mais si j'ai des bénévoles en plus pour cette manifestation, je pense à les assurer. Tout ce qui est dommages corporels, évidemment, ça fera partie de l'assurance. Donc un bénévole qui, en montant une estrade, se fait tomber une planche sur le pied, bien sûr, ça va rentrer dans le cadre de l'assurance. L'occupation des locaux, on en a parlé. Et les biens qu'on vous loue ou qu'on vous prête, pensez-y, parce que les vôtres, à la limite, ils sont assurés sur votre contrat de manière pérenne, mais pensez aux biens qu'on vous loue et qu'on vous prête. Après, il y a l'annulation spectacle, ça je vous en ai parlé. Si vous organisez une exposition, c'est une garantie aussi spécifique qui peut être incluse au contrat ou pas. Donc ça, il faut y penser. Et puis après aussi, une garantie qui s'appelle transport de fonds, parce que c'est vrai que le jour du loto, quand on a une buvette ou même un vide-grenier que les gens payent ce jour-là, on peut avoir une caisse qui peut être relativement importante. Pensez à en parler de cette caisse parce que normalement, les espèces ne sont pas couvertes par le contrat ou avec un minimum. Nous, à la Maïf, par exemple, c'est 1 600 €. Si vous savez qu'en caisse, ce jour-là, vous allez avoir peut-être 5 000 €, pensez à le déclarer parce que bon, quand on se mouille et qu'on transpire toute la journée pour organiser ça et si on se fait voler la caisse, ça fait un peu mal. Ouais. Ça fait un peu mal. Voilà, et puis donc bilan de fin d'événement.
Très important. Alors, pour plein de choses, moi, je trouve. C'est déjà réunir les bénévoles autour d'une table et parler de l'événement. Je trouve que c'est bien parce que tout le monde a un peu son mot à dire et c'est très important d'avoir l'avis de tout le monde. Prendre ce qui s'est bien passé et le notifier pour se dire, le prochain événement, il faut que je refasse ça parce qu'en fait, c'était top. Prendre ce qui s'est moins bien passé en disant, là, on aurait dû faire ça. Et là aussi, écouter un petit peu toutes les têtes pensantes parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des idées. Mais ce bilan, il faut le contractualiser, c'est-à-dire se le dire, c'est bien, mais il faut vraiment se le noter parce que si vous faites qu'une manifestation par an, entre 2025 et 2026, quand il y a un an, on peut oublier. Donc, n'hésitez pas à contractualiser et à faire participer les bénévoles qui étaient là. Moi, je trouve que c'est un moment sympa aussi de partage et d'échange. Et puis, ça vous permet de remercier aussi les gens qui sont venus vous aider à cette manifestation. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Et pour les prochaines, ce sera plus facile. Voilà un petit registre des incidents et des solutions trouvées. Ben oui, parce que on peut avoir un incident et trouver la solution très vite. Et là aussi, c'est intéressant de le noter. Ça peut être sympa. Ouais, carrément. Voilà. Et bien, on arrive aux questions. Aux questions. Déjà, merci beaucoup, Esmeralda. Plaisir. Je crois que c'est la 3e fois qu'on fait ce webinaire ensemble. J'apprends encore des trucs, c'est bien. Alors voilà, il y a des gens qui commencent déjà à essayer de négocier avec les notions sur la SACEM de privé, public. Une fête avec uniquement des adhérents, c'est une fête privée. Si c'est une fête chez l'un des adhérents avec d'autres adhérents, c'est privé. Oui, là c'est une fête privée. C'est une fête dans privée. Les locaux de l'asso. Après, si on est dans les locaux de l'asso et que la porte est fermée, mais bien fermée, et que vraiment il n'y a que les adhérents, on peut estimer que c'est privé. Mais attention, hein, c'est très très fin la cloison entre les deux. Hein. Ouais. Alors, j'avais d'ailleurs des gens qui avaient posé des questions même avant l'événement, donc hop, pour les remercier d'avoir joué le jeu avant, je voulais te poser une de ces questions-là. Est-ce que les bénévoles tels que les parents de mineurs eux-mêmes licenciés sont couverts par l'assurance de l'asso quand ils interviennent dans nos manifestations? S'ils sont déclarés en tant que bénévoles, oui, bien sûr, sans problème. Sans problème. Si c'est des gens qui viennent une fois sur un événement, par contre, là, vaut mieux passer un petit coup de fil à son assurance. Après, on demande le nombre de bénévoles actifs dans une asso. Donc, selon ce que vous faites, vous allez donner un nombre. Effectivement, si vous savez que pour la manifestation, il y en a beaucoup plus, il vaut mieux quand même prévenir l'assureur. Ok. Oui, mais c'est pas une notion d'identité de la personne. C'est pas non. Cette personne n'était jamais venue, elle est là. Non, c'est plutôt question de chiffres, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Trop bien, merci. Et alors, ah oui, concernant les assurances, comment est-ce que cela se passe quand on co-organise avec une autre asso? Alors ça, c'est très intéressant. Alors avec une autre asso ou même avec la mairie, parce que parfois il y a des mairies aussi qui co-organisent. Faut se mettre d'accord. Là, c'est vraiment un accord de principe, mais il faut être sûr. Alors, soit il y a une organisation avec un pourcentage, c'est-à-dire qu'une asso organise 60% et l'autre 40%. C'est très rare. En général, c'est une co-organisation à 50-50. Mais si c'était ça, en général, c'est celle qui est la plus grosse organisatrice, si j'ose dire, qui gère tout ce qui est assurance. Si c'est vraiment à 50-50, si j'ose dire, chacun fait un peu sa partie. Par rapport à l'assureur, moi, je me dis, c'est quand même bien que les deux assos appellent leurs assureurs respectifs. C'est mieux. C'est mieux. Après, la SACEM, il faut choisir l'une ou l'autre qui fait la déclaration. L'assureur, surtout si c'est pas le même. Si c'est le même assureur, ça va être très simple. Mais si c'est pas le même assureur des deux, il vaut mieux que chacune déclare à son propre assureur. C'est mieux. Ok. Ça me fait penser toutes ces questions sur des sujets même autour de ça, qu'on avait déjà fait un webinaire en fin d'année 2024 sur les assurances qu'il fallait absolument avoir pour une asso, celles qui sont plus optionnelles, etc. On avait fait le point là-dessus et il y avait eu beaucoup de questions-réponses. C'était déjà avec Esmeralda, donc si vous avez aimé ce soir, je vous le mets dans le chat et vous pourrez aller voir le précédent webinaire. Hop. Oui, là on avait parlé effectivement des assurances obligatoires. On a parlé locaux, véhicules, etc. Voilà. Oui.
Ça, c'est une bonne question. Est-ce que l'organisation d'une AG est considérée comme une manifestation? Alors oui, parce que souvent à l'AG, alors si c'est une AG où il y a vraiment que les membres du bureau, les salariés, quand il y a des salariés, non. Mais souvent l'AG, on en profite pour inviter des partenaires, pour inviter des gens avec qui on travaille, d'autres assos, etc. Donc là, oui, il faut déclarer. Mais si vous voulez, alors je parle du contrat Maïf parce que c'est celui que je connais. Nous, par exemple, on a une ligne manifestation où on l'annualise parce que toute association organise au moins une fois dans l'année une manifestation, en sachant que l'AG est une manifestation. Donc, en général, nous, on met une ligne avec le forfait entre 1 et 100 personnes, entre 100 et 500 personnes. Ils sont assez larges, hein, les tranches sont assez larges. Et comme ça, vous êtes tranquille et au moins l'AG est couverte. Si vous faites une petite manifestation à côté, ça va être couvert sans forcément nous prévenir. Mais oui, l'AG est une manifestation si elle est ouverte à des gens extérieurs à l'association. Oui. Très bien. Alors, allez, j'en prends une petite dernière. Je l'improvise parce qu'il y en a plein en fait qui étaient intéressantes. Mais oui, vous avez beaucoup de questions, mais c'est bien, c'est bon signe. Doit-on déclarer nominativement tous les bénévoles extérieurs à l'association? Du coup, on a dit que non, c'était pas la peine. Non, pas nominativement. J'avais une question vraiment assurance. Oui, s'il y a un adhérent ou membre ou bénévole qui a un accident de la route pour venir ou repartir de l'événement, qui prend en charge? Et ça, c'est l'assurance de l'association ou son assurance? Alors, je reformule. Donc, c'est le bénévole qui vient sur la manifestation et qui a un accident. Ouais, sur le trajet de l'événement, en gros, un adhérent, membre ou bénévole. Ouais. Alors là, ça fait partie d'un trajet domicile association, sauf que ça peut être un soir en dehors. La question est un peu tendancieuse. Alors, il existe un contrat qui s'appelle automission qui couvre le véhicule personnel d'un salarié ou d'un bénévole quand il fait des trajets dans le cadre de l'association, mais des trajets dans la journée alors que normalement il est au bureau. Un trajet domicile jusqu'à l'association, ça fonctionne pas. Par contre, il est 14 heures, le bénévole, il va à une réunion dans la ville, la plus grande ville à côté. Là, c'est considéré comme un trajet professionnel, même si c'est un bénévole, hein, c'est un peu tiré par les cheveux, mais là, c'est un trajet professionnel. Et il faut faire attention qu'on a cette option sur notre contrat personnel. Si on ne l'a pas, l'association peut prendre elle-même une association de ce type qui s'appelle automission. Donc là, la manifestation, si effectivement elle est à 19h et que c'est pas considéré comme un moment d'ouverture de l'association, il faut le faire couvrir par l'association si vous voulez que ce soit couvert, sinon ce sera son assurance personnelle parce que le véhicule, il est assuré par la personne. Ok, très bien. Bah écoutez, il est 59, donc c'est magnifique. Merci beaucoup Esmeralda pour la présentation, tes explications, le temps que tu prends pour tout expliquer, c'est toujours très clair. Ben, merci à vous surtout et je vois qu'il y a plein de questions, donc c'est très bon signe pour moi quand il y a beaucoup de questions, ça veut dire que ça vous a intéressé et que ça vous questionne. Donc appelez votre assureur si vraiment vous avez des questions qui vous turlupinent, n'hésitez pas à poser la question hein, parce que c'est bête de rester avec une question sans réponse. Donc n'hésitez pas et puis merci Antoine hein, pour l'organisation et le temps passé aussi. Avec plaisir. Merci à tous. Et oui, de manière générale, appelez vos assureurs, appelez aussi la SACEM, appelez directement les entités qui sont concernées quand vous avez des questions parce que eux aussi vraiment prendront le temps de vous informer, de vous expliquer. Ils sont pas là juste pour prendre l'argent, vraiment c'est pas du tout leur démarche. Donc voilà, hésitez vraiment pas. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle qu'on va vous allez recevoir là tout de suite après, dès que je vais clôturer dans les 5 minutes, vous recevrez un mail avec des ressources supplémentaires que vous allez pouvoir trouver, des webinaires, des vidéos, des articles, des guides pratiques, plein de trucs. Donc voilà, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir directement vers nous.
Merci beaucoup. Bonne Merci, soirée tout le monde et bonne soirée merci à Farada. tous. Bonne soirée. Merci Antoine.